That fresh morning. That fresh morning. 4.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Alors, aujourd'hui c'est jeudi, on parle de quoi ce matin? On va faire un point d'histoire. Nous allons voyager 76 ans en arrière. Nous partons précisément le 28 novembre 1943 où s'ouvrait à Téhéran une conférence. Alors, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Cette conférence-là rassemblait les trois principaux alliés, enfin les trois principaux dirigeants de ce que l'on appelait les alliés. Donc, à savoir Winston Churchill, le britannique, on avait Staline, le russe, et on avait Roosevelt, le président américain. Alors, c'est une conférence extrêmement intéressante et importante pour l'histoire parce que c'est véritablement à partir de la conférence de Téhéran que va se dessiner, si tu veux, la géopolitique mondiale. C'est à partir de la conférence de Téhéran que ces trois pays-là, qui étaient les trois principales forces, comme je le disais, de l'Alliance, qui vont remporter cette Seconde Guerre mondiale. Et donc, à partir de là, elles vont s'entendre sur deux volets. Sur un volet d'abord purement politique, c'est-à-dire le partage du globe terrestre, du monde entier, en zone d'influence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est elles vont mettre ensemble toutes leurs forces en matière de renseignement, en matière militaire, pour faire deux choses. La première, c'est lancer une attaque commune, c'est-à-dire synchronisée à la fois sur le front ouest avec les Britanniques et les Américains et le front est avec les Russes. Et évidemment, cette synchronisation-là devra se faire en tenant compte évidemment des effectifs déployés sur le terrain au niveau du front est avec les forces russes et puis du front ouest, notamment les forces qui sont déployées du côté britannique de la Manche avec les forces britanniques principalement soutenu par les forces américaines. Et donc, à côté de cet aspect militaire et cet aspect politique, il va aussi y avoir les prémices de ce qui va être l'Organisation des Nations Unies, qui sera créée en 1945, donc 2 ans plus tard. Il faut savoir que le principe de la création d'une organisation telle que l'Organisation des Nations Unies vient de deux choses. La première, c'est l'échec de la Société des Nations, qui avait été créée au sortir de la Première Guerre mondiale, qui était justement chargé d'empêcher que le monde ne rebascule dans une guerre totale, comme ce fut le cas au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, ils ont constaté que c'était un échec total. Et donc, la deuxième chose, c'était évidemment de faire en sorte que dans le nouvel ordre qui soit le nouvel ordre mondial qui soit créé, que l'ensemble des pays qui sont les grands vainqueurs, qui ressortiront les grands vainqueurs, auront justement le devoir de jouer, le devoir d'abord d'avoir, si tu veux, la capacité sur le plan des relations internationales, donc des armes juridiques pour leur permettre d'imposer, y compris par la force, la paix dans n'importe quelle région que ce soit du monde. Et puis la deuxième chose, c'est évidemment, il faut savoir qu'il faut la paix pour que on puisse favoriser le développement économique et donc évidemment et empêcher que le monde ne rebascule dans l'horreur comme ce fut le cas au cours de cette Seconde Guerre mondiale-là. Et surtout, la Seconde Guerre mondiale, la conférence de Téhéran va également permettre à ces trois dirigeants-là qui ne se connaissaient pas vraiment, si on parle par exemple de Churchill, de la part de Churchill, de Staline et de Roosevelt, ces deux présidents-là ne se connaissaient pas vraiment, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Et donc cette conférence de Téhéran là, va leur permettre, je ne dirais pas de tisser des amitiés, parce qu'entre les pays ne tissent pas des amitiés, surtout entre deux pays aussi idéologiquement opposés que la Russie et les États-Unis, mais au moins ils vont, à partir de la conférence de Téhéran, ils vont se rendre compte d'un point, c'est qu'ils ont un ennemi commun, qui est l'Allemagne nazie, et que tant que l'Allemagne nazie existera, elle constituera une menace aussi bien pour la Russie que pour les États-Unis, et donc une menace pour l'Europe tout entière, avec le risque de voir cette menace-là entraîner une nouvelle fois l'humanité dans le chaos. Et donc, pour eux, il faut, quand on dit détruire l'Allemagne nazie, ce n'est pas seulement détruire le parti nazi ou l'idéologie nazie, c'est carrément démembrer l'Allemagne et empêcher que cette Allemagne-là unifiée, alors cette Allemagne
unifiés à leurs yeux, représentent, si tu veux, cette menace-là. Et donc, c'est à partir de cette conférence de Téhéran que donc ces trois choses-là vont être décidées. La première chose, c'est l'union des forces, et avec pour objectif de détruire, de vaincre l'Allemagne nazie. La deuxième chose, c'est évidemment l'idée d'un débarquement, l'idée d'une opération synchronisée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 1944, l'année suivante, lorsque l'opération Overlord, ce qu'on appelle l'opération de débarquement, sera lancée du côté de l'Atlantique, parce qu'au départ, les Britanniques et les Anglais voulaient passer du côté de la Manche, ce à quoi Staline s'est farouchement opposé, et donc ils ont décidé d'attaquer du côté du versant atlantique de la France, et puis en même temps, la Russie lançait un front est en direction de l'Allemagne, tout ça pour créer une espèce de diversion et empêcher que Hitler, au regard de l'ampleur du débarquement qui devait être effectué sur les côtes atlantiques françaises, ne décide de déplacer les troupes qu'il avait justement, qui combattaient sur le front Est, donc qui combattaient la Russie, pour les empêcher de les déplacer et aller soutenir celles qui se trouvaient sur la face atlantique de la France. Et donc, tout ça était évidemment synchronisé, et c'est à partir de là que, évidemment, vont être posées la première pierre de ce qui deviendra 2 ans plus tard l'Organisation des Nations Unies. Cette organisation-là qui constitue à être la pierre angulaire des relations internationales jusqu'à présent. Est-ce que c'est encore ce poids-là aujourd'hui? Oui, malheureusement, malgré toutes les tentatives que, évidemment, les secrétaires généraux, je pense par exemple à Boutros Ghali, qui avait voulu réformer le système, le Conseil de sécurité, et réformer de manière plus générale les Nations Unies, pour y intégrer un certain nombre de réalités. La première, c'est que l'Allemagne nazie n'existe plus, et qu'il serait particulièrement difficile aujourd'hui à un pays pour l'Allemagne de pouvoir se reconstituer aussi bien idéologiquement que militairement et constituer une menace, comme ce fut le cas pour la Première et la Seconde Guerre mondiale. La deuxième, la même chose aussi pour le Japon, puisqu'il faut savoir que ces deux puissances économiques ne sont pas des puissances militaires. Il faut savoir qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, leur défense a été en quelque sorte transférée vers les États-Unis. Donc, la défense de l'Allemagne est garantie par l'OTAN, parce que l'Allemagne est membre de l'Alliance Atlantique. Et pour ce qui concerne le Japon a inscrit dans sa constitution l'interdiction d'avoir une armée défensive. C'est une armée professionnelle, certes, mais qui est là pour assurer non pas la défense du territoire, mais pour le maintien de l'ordre, si tu veux, du territoire. Et donc, Shinzo Abe, par exemple, qui est l'actuel Premier ministre japonais, est en train de se battre et de faire face notamment à l'opposition démocrate japonaise pour empêcher de modifier cette constitution japonaise-là. Parce qu'évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas oublier que les 2 bombes qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki constituent encore un véritable choc, constitue un choc qui fait peur encore aux Japonais aujourd'hui, et ils, dans leur grande majorité, refusent de revenir sur cet amendement de la Constitution japonaise. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est qu'il faut intégrer que depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu les pays émergents aussi qui sont arrivés, l'Inde, l'Afrique du Sud, le Nigeria, Singapour, etc. Donc ces pays émergents-là constituent de véritables poids géopolitiques, soit régionaux, soit internationaux. Et donc, il faut tenir compte de leur puissance, soit économique, soit politique, soit régionale, continentale. Et donc, il faut essayer de tenir compte de cela dans le nouveau système du concert des nations. Malheureusement, c'est particulièrement difficile parce que pour la mise en œuvre d'une quelconque modification de la Charte des Nations Unies, il faut à l'unanimité le vote des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ce qui n'a jamais été possible jusqu'à aujourd'hui. Parce que je vous prends l'exemple, pour intégrer l'Allemagne, pour dire par exemple que l'Allemagne devienne par exemple un membre permanent, il faudrait que Paris et Londres acceptent que Berlin puisse devenir une puissance militaire. Ça, ils ne l'accepteront jamais au regard de ce que l'histoire leur a enseigné. La deuxième chose, c'est que si vous voulez, par exemple, que le Japon devienne aussi un membre permanent, en tenant compte de son poids économique, la Chine va s'y opposer farouchement. Donc, si vous voulez aussi, par exemple, que des pays tels que l'Ukraine et autres, qui sont sortis, par exemple,
pacte de Varsovie veulent jouer, par exemple, un rôle extrêmement important dans la région de l'Est, la région du Donbass et autres, la Russie va s'y opposer. C'est la raison pour laquelle on assiste à une véritable guerre larvée, indirecte, entre la Russie et les États-Unis, notamment en Ukraine. Et l'Ukraine n'est pas le seul théâtre des oppositions entre les puissances. On a la Syrie, on a la Syrie avec les États-Unis et enfin les Occidentaux d'une part et la Russie de l'autre. On a les théâtres en Syrie, enfin j'ai dit la Syrie, on a le Yémen, pardon, en Téhéran et l'Arabie Saoudite. Donc on a Téhéran et l'Arabie Saoudite, ça c'est aussi deux bons exemples de pays qui veulent également que leur poids et leur puissance, leur influence régionale soient reconnus au sein du système des Nations Unies. Mais ces deux pays-là, l'Iran est l'allié de la Russie, l'Arabie Saoudite allié des États-Unis, ni les États-Unis ni la Russie n'accepteraient que l'un ou l'autre puisse être reconnu comme tel et donc avoir par exemple la possibilité d'avoir un droit de veto au niveau des Nations Unies. Et donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a toujours les mêmes 5 membres permanents et on est incapable d'élargir ce nombre de membres permanents du Conseil de sécurité à une dizaine, voire une quinzaine, ce qui rendrait plus démocratique déjà l'organisation, le fonctionnement du Conseil de sécurité, et cela permettrait d'avoir une plus grande intégration, enfin une plus grande prise en compte des réalités géopolitiques de l'ensemble des 5 continents. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haut de la capitale, restez connectés sur les 104.5, on se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.